Kawhi Leonard here, y'all. Thank you, Toronto and the whole country. We are world champions. New Balance, we got now. Let's get it. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on rattaque avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans le débat de cette deuxième partie Total Africa NBA. On rattaque avec le mode d'emploi de Mike D'Antoni pour faire jouer Russell Westbrook et James Harden. On va commencer par cette analyse du média Starting Block. Vous avez entendu les réflexions du Doc ONP dans la fin de la première partie, mais on va rattaquer on va rester au moins 30 à 40 minutes dans ce débat pour 30 minutes, on va pas mettre 3 heures là-dessus non plus, mais on va quand même partager avec vous autant d'éléments que possible pour que vous ayez déjà une vision claire de comment est-ce que Russell Westbrook et James Harden vont pouvoir ce qu'ils vont pouvoir faire pour jouer ensemble. Alors, que dit le média Starting Blog? Il dit pourquoi est-ce qu'il y a autant de sceptiques et de critiques sur les Rockets. Je vérifie les gens avec Missy et le Doc. Missy, tu m'entends? Le Doc, vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Le Doc m'entend bien? Allô? Le Doc, est-ce qu'il est avec nous? Allô, le Doc? Alors, je commence par cette statistique horrible, cette statistique, je dis bien horrible, sur les pertes de balles en une seule saison de la part des deux hommes. Russell Westbrook pour la saison 2016-2017. Russell Westbrook, c'est 438 pertes de balles. James Harden est au-dessus avec 464 pertes de balles. Pour la saison 2018-2019, James Harden est à 387 pertes de balles. Russell Westbrook, 381 pertes de balles. C'est assez horrible et c'est assez effrayant lorsque l'on voit cette statistique des saisons passées. Et donc voilà, je reviens sur le dossier. Pourquoi y a-t-il autant de sceptiques? Bien entendu, ils disent c'est bien leur association et leur capacité à jouer ensemble qui pose le plus de problèmes pour tous les observateurs du basket et de la NBA. Et ce sont tous les deux de très gros porteurs de ballon. En ayant déjà réalisé des saisons autour de 40% de taux d'usage de la balle, il semble inconcevable de les voir jouer de la même manière ensemble sur le parquet. Ils vont devoir obligatoirement jouer sans ballon, enfin l'un ou l'autre va devoir jouer sans ballon. Cela signifie qu'ils vont devoir arriver à faire évoluer leur jeu, ce qui n'est pas souvent la chose aisée pour des joueurs de 30 ans et plus ayant joué toute leur carrière de la même façon. Difficile donc, mais pas impossible. C'est difficile, mais c'est pas impossible car Westbrook a montré cette année qu'il pouvait laisser plus de ballons à son coéquipier star, en la personne de Paul George. Bien entendu, Paul George, on rappelle que ça a permis à Paul George d'être quand même dans la conversation pour le titre de MVP. Cependant, il y a bien quelques stats qui montrent à quel point les faire jouer sans ballon peut s'avérer inefficace. De son côté, Russell Westbrook sort de sa pire saison au niveau de son pourcentage à 3 points, mesdames et messieurs. Il est à moins de 30% au tir à 3 points. Donc, à l'opposé du jeu proposé par les Rockets de Houston qui se fait remarquer avec des décalages trouvés par James Harden pour des nombreux shoots à 3 points que peuvent mettre des Eric Gordon, etc. Reléguer Russell Westbrook dans un rôle de shooter, ce serait une véritable catastrophe. C'est une très très mauvaise idée. Et du côté de James Harden, on connaît les difficultés de la star de jouer aux côtés d'un autre meneur. On rappelle que le duo avec Chris Paul est meilleur shooter et passeur que Russell Westbrook.
n'a pas été une réussite. Le Doc NP a parlé de la blessure, ça en fait partie aussi. On rappelle que la première stat montrant le fait que ça ne marchait pas, on rappelle que sur les 586 passes ça c'est une stat qui me plaît beaucoup. Le Doc NP, tu écoutes? Allô? Doc NP? Sur les 586 passes réalisées par James Harden en saison régulière, devine combien de passes il a fait à Chris Paul? Il y a 586 passes. Oui, c'est un petit jeu. Je suis sûr qu'il y en a même moins de 20. Missy? Il ne doit pas y en avoir beaucoup. Hein. Vas-y, lance-toi. Non, il va peut-être sur les 520 passes, il va peut-être y faire une trentaine. Il était à 14 passes, mesdames et messieurs, Missy Doc NP. 14 passes décisives à l'attention de Chris Paul sur 586 passes en saison régulière. Et cela inquiète réellement, en tout cas, les analystes sur sa capacité à jouer avec Russell Westbrook et qui semble être encore moins capable que Chris Paul de jouer sans ballon. De plus, James Harden ne semble lui non plus pas vraiment capable d'être impactant sans ballon. Il avait enchaîné en janvier plus de 5 matchs d'affilée sans recevoir la moindre passe décisive et il était donc logique de se demander comment un joueur faisant autant d'isolation et autant aussi impactant de ces manières peut apprendre à faire autre chose pour être efficace. S'imaginer voir les deux jouer ensemble à tour de rôle enchaînant les isolations semble donc assez peu probable, mais surtout peu efficace. Il y a donc la nécessité que les deux s'adaptent aussi vite que Mike D'Antoni et créent un nouveau système de jeu leur permettant à tous les deux de s'exprimer comme ils ont été capables de le faire quand ils étaient plus jeunes à Oklahoma City. Il y a donc bien de l'espoir du côté de Houston malgré l'association compliquée des deux profils. Leur amitié et leur envie de jouer ensemble présagent déjà quelque chose de positif. Ils paraissent tous les deux être sur la même longueur d'onde. Ils ont tous les deux récupéré leur distinction individuelle en tant que MVP. Il ne leur manque plus qu'une bague de champion et ils devraient être capables de faire les efforts pour s'adapter et ranger leur ego de côté. Leur but est clairement d'être le plus compétitif possible pour aller chercher un titre NBA. Si les résultats ne sont pas au rendez-vous sur les 2 prochaines saisons, l'avenir risque alors de s'assombrir pour eux. Plus les années passent, plus ils risquent de s'éloigner du titre avec leurs 2 stars qui prennent de l'âge et le réveil des égos face aux attentes élevées des fans et des journalistes. Si tout cela tourne vraiment mal pour eux, ils n'auront plus les pics pour se reconstruire, ce qui les oblige à performer, sans quoi la suite sera très compliquée. Résumé, ce trade est donc un immense risque pour les Rockets, mais qui semblait inévitable quand on dispose d'un des meilleurs joueurs de la ligue. On ne peut pas se permettre de perdre du temps avec un effectif qui a prouvé son incapacité à gagner un titre. Il faut prendre des paris risqués et espérer que cela fonctionne, mais il est indéniable que le risque est énorme. La saison qui arrive sera palpitante à suivre pour voir si ces deux stars peuvent encore jouer ensemble. On va écouter le Doc NP qui enchaînait sur sa réflexion et Missy qui va aussi donner son avis. Le Doc NP, tu parlais notamment de Chris Paul, l'association avec Chris Paul qui n'a pas marché aussi à cause de la santé du meneur de jeu. Mais quand je vois l'association Russell Westbrook et James Harden, lorsque l'on met l'amitié sur la balance, le fait qu'ils aient gagné déjà un titre de MVP et qu'ils aient envie de gagner un titre NBA et que pour cela ils puissent mettre le ballon de côté, ça c'est un autre point positif et ça c'est ce qu'on dit sur le papier. Comment est-ce que ça va se traduire dans les faits? On a envie de voir ce que ça va donner. Est-ce que ce sera de l'isolation? C'est mon tour d'isoler, c'est ton tour d'isoler. Est-ce que ça va être du je pénètre, je ressors à 3 points? Je pense pas que ce sera le cas parce que Russell Westbrook, c'est une calamité à 3 points. Il va sûrement pénétrer. Bon, qu'est-ce que ça va donner? On se pose la question. Le quid du mot d'emploi de NP, tu es en train d'enchaîner sur tes réflexions. Je te laisse t'exprimer et Missy qui va s'exprimer aussi. Le doc. Oui, on a hâte. De toute façon, c'est le mot. On est pressé de voir ça. La saison est très loin. Ça fait longtemps que, comme chaque été, quand on pense basket, l'été qui est le moment où on peut profiter un peu, ça nous paraît long. Franchement, la rentrée, on est excité parce que la saison arrive. Et là, on a des raisons cette saison d'être comme depuis très longtemps
d'être le plus excité possible pour ce début de saison et ce trade en fait partie. Parce que, pour les raisons dont ils ont parlé, mais pour moi il était inévitable aussi parce que tout cela arrive au moment où il n'y a plus de stars déjà dispo pour un trade. Et comme je le disais là, le jour de ce trade, il y avait qui d'autre à part Westbrook de disponible? Et encore, ils ont étudié le truc. Ils se sont sûrement dit, bon, avec Harden, vous avez déjà joué ensemble, vous êtes amis, vous connaissez, bon, beaucoup de joueurs sont amis, c'est pas ça qui a le plus joué dans la balance. Mais comment ils peuvent jouer ensemble? Vous avez un titre de MVP chacun, vous avez d'autres titres, les titres internationaux. Il manque la poursuite de cette balle. Il n'y avait plus d'autres personnes disponibles. Et encore d'autres personnes. Quel type de meneur, de vrais meneurs de jeu, de distributeurs et d'organiseurs de jeu existe pour jouer avec Harden? Et encore faudrait-il qu'il soit disponible. En NBA, ça n'existe plus, tout ça. En NBA, je l'ai dit, c'était Chris Paul le dernier puriste de la main. C'est Chris Paul le dernier qui lui a donné l'envie, qui a donné cette passation après Jason Kidd. On a vu, les Nash Kidd ont passé le game à Chris Paul. C'est le dernier meneur qui pouvait être MVP à l'époque parce qu'il organisait le jeu, pas parce qu'il mettait 30 points de moyenne. On l'a vu que Nash a été MVP 100 mètres, 30, 26, 28, machin truc. Parce qu'on a vu l'organisation du jeu et ce qu'il apporte à son équipe. On a vu par rapport au turnover, Chris Paul a eu des éclats. Le fameux match où il fait 20 passes et il fait 0 turnover. Ça, c'est des meneurs. Mais comment un meneur peut tenir avec Harden? Ça n'existe plus. Donc, à un moment, il faut changer. Ils l'ont dit. Le coach doit faire de nouveaux systèmes. Le coach doit trouver des solutions. Mais tu as 2 méga stars NBA. Dans le top 10, normalement, les deux sont là. Peut-être Westbrook a un peu reculé à cause de sa saison. Mais ce serait une insulte de le faire reculer très loin parce qu'il fait encore une saison triple-double. On peut tout dire, mais j'ai envie de dire un truc. Les turnovers, est-ce que nos auditeurs savent quels sont les joueurs qui ont le plus de turnovers en carrière? Les joueurs qui ont le plus de turnovers en carrière, de ballons perdus, déjà, ce sont ceux qui gardent beaucoup la balle. C'est le risque. Mais à la fin, on oublie beaucoup les turnovers, mais on retient ce qu'ils ont apporté de positif. Mais ils le sont. Karl Malone, le meilleur marqueur de l'histoire, est le numéro 1. C'est lui qui a le plus perdu de balles dans l'histoire. Qui va s'asseoir maintenant et reprocher ça à Karl Malone à l'instant T et regarder? Certes, il a apporté autre chose, mais n'oublions pas, une parenthèse, Karl Malone a fini avec 0 titre. Stockton. On rappelle, il est classé quantième parmi les meilleurs scoreurs, déjà, 3e ou... Il est numéro 2. Numéro 2, oui. Karim Abdul-Jabbar. Oui, c'est Malone le 2. Malone est le numéro 2. Oui. Et John Stockton est le 2e joueur dans l'histoire qui a le plus perdu de balles. Son coéquipier. Dans la même équipe, s'il vous plaît. Voilà 2 joueurs qui ont joué ensemble, mais dans l'histoire, ce sont les 2 joueurs qui ont le plus eu de turnover. Ça, les gens ne le savent pas. Mais est-ce qu'on pouvait... Après, ils arrivaient à amener leur équipe en finale. C'est autre chose, c'est un autre débat. Mais ils ont perdu des balles. Après, en 3e position, excusez-moi, c'est LeBron James. Dans l'histoire, un joueur en cours qui a le plus perdu de balles. Mais qui va s'asseoir à la table de LeBron James actuellement pour lui parler fort? Il y a beaucoup de gens. Et en 4e, derrière LeBron James, dans ce siècle, c'est le joueur qui, le match, on ne sait pas qui est le meilleur, c'est Kobe Bryant, tout simplement. Et après Kobe Bryant, c'est Jason Kidd. J'en voulais, voilà pourquoi j'ai poussé jusqu'au numéro 5. Pour arriver à Jason Kidd, le meneur parfait, le meneur ultime dans ce 21e siècle. Mais c'est le 5e qui a le plus perdu de balles. Je n'ai pas envie d'arriver au 6e parce que ça va toucher quand même quelqu'un qui s'appelle Moses Malone. Les gens ne savent pas. Et le 7e, c'est Isaiah Thomas, la légende des 3 Pistons. Donc la perte de balles, les gens doivent le savoir, c'est que les joueurs à responsabilité ont plus de chances de perdre la balle. Sauf que la façon dont ils le font, maintenant c'est médiatisé, il y a les réseaux sociaux,
tout le monde a accès à voir et à donner sa critique. Ce qui fait que ça multiplie la pression sur ces joueurs actuels. Parce que les critiques viennent de partout. Mais Malone et Stockton, à eux deux, vendangeaient pas mal de pertes de balles chaque saison. Mais il n'y avait pas cette pression autour. On se disait, bon, ils apportent, c'est normal. Donc j'ai envie de dire, ces deux joueurs qu'on a réunis là, avant tout, il ne faut pas dire après tout, ce sont deux joueurs du top 10 NBA. Donc, débrouillez-vous pour trouver des solutions. Voilà les Clippers qui ont ramené 2 postes 3 purs. Même si Paul George arrive à jouer en 2 et que Kawhi a montré que son tir extérieur peut le permettre de jouer en 2. Mais ils vont trouver des solutions parce que c'est deux joueurs qui ont besoin de la balle. Hein. On peut tout me dire, ils sont peut-être très gentils, mais Kawhi Leonard a vu trouver une saison à plus de 26 points, presque 27 ou je ne sais pas plus, et il s'est trouvé une saison de scoreur. Pareil pour Paul George qui a toujours été. Mais ils vont trouver des solutions. Eux, on leur fait plus confiance. Donc j'ai envie de dire, Houston a une autre raison maintenant, Phil. Ça, j'essaye de donner des raisons aux supporters. C'est que c'est le reste de l'effectif. C'est tout simplement le reste de l'effectif. Voilà des joueurs de devoir qui, depuis quelques années, sont ensemble. Et ils connaissent déjà, sans se plaindre, depuis, parce qu'ils ont beaucoup de raisons de se plaindre. Sans se plaindre, ils connaissent comment ça se passe, ils assument et ils font leur boulot et ils amènent leur équipe soit en finale de conférence, soit en demi-finale de conférence, chaque fois. Et cette année, ils auront un joueur qui a à cœur de passer les balles. Westbrook a à cœur de faire du plus de 10 passes par match. Donc tant mieux pour Capella. Tant mieux, Capella qui doit se dire que Adams était la première cible de Russell Westbrook. Donc, il est plus versatile et plus athlétique que Adams. Il aura plus de balles venant de lui. PJ Tucker doit se dire que Westbrook aime jouer en pénétration, ressortir sur les flancs. Ça, c'est son jeu classique. Et il aura peut-être plus de balles. Et Eric Gordon, qui est le seul qui peut être inquiet. Mais il sort d'une saison où il a montré qu'avec Chris Paul et Harden, il peut tirer son épingle du jeu et valoir 18-20 points. Donc, et je veux m'arrêter là parce que tout leur banc a reconduit et surtout Austin Rivers, qui pour moi était le plus important. La saison dernière, son absence leur a coûté cher parce que finalement, il s'est révélé comme leur meilleur remplaçant. Et s'il continue sur cette lancée, l'effectif est complet, est super complet. Ils ont un meilleur banc que les Lakers. Peut-être pas un meilleur 5, mais ils ont un meilleur banc. Par exemple, les Lakers, des hommes de devoir et d'expérience. Donc moi, j'ai envie de dire, cette équipe, on va voir, on a hâte. S'ils ne sont pas bêtes, on n'est pas plus intelligent qu'eux, mais malheureusement, comme ils ont dit le média, là, quand tu joues au basket depuis des années, ce n'est pas après 30 ans que tu apprends un autre jeu. Maintenant, ils seront obligés. Quoique, il y a des franchises qui ont gagné avec 2 joueurs qui faisaient leur 1 contre 1 chacun. À leur tour, ils sont arrivés loin. Mais la concurrence est tellement féroce. Tu me parlerais de ce Houston-ci il y a 2 ans. Je te dirais simplement que oui, ils peuvent aller en finale. Malheureusement, ils se réunissent une année où les Clippers sont en train de foutre un sacré bordel. Les Lakers sont en train de revenir comme jamais. Portland, les Warriors, Utah, il y a une concurrence féroce. Donc, il ne faudrait pas que s'ils se plantent, on se dise que Morey a fait un mauvais travail. Ah non, malheureusement, il l'a fait quand la conférence enregistre le maximum de concurrence. Depuis longtemps, je ne sais même pas si on a vu une conférence presque aussi blindée. Je me rappelle pas. En tout cas, on va écouter Missy. On va écouter l'analyse de Missy. Missy, comment tu réagis par rapport au mode d'emploi de Mike D'Antoni? Comment est-ce que Mike D'Antoni va faire jouer Russell Westbrook et James Harden? Missy, ta réflexion là-dessus? Comment est-ce que tu... Oui, bon,
on peut dire qu'à OKC, ils étaient un trio. Hein. Vous connaissez 3 des 4 derniers MVP. Avant, en excluant Steph Curry, il y a donc Kevin Durant, Russell et James Harden. Ce fameux trio. Déjà, c'est un échec cuisant de les voir quitter OKC. Ils ne doivent les 3 jamais quitter OKC sans un titre. Oui, les espoirs placés sur ce trio étaient très très grands. Et puis les choses ont fait qu'il y a cette finale de 2012 où ils ne sont pas présents tous les 3 au rendez-vous. Parce que ce potentiel qu'on les a vus ces dernières années, James Harden a déjà le potentiel. Sauf que James Harden joue 6e homme. Et vraiment, les 2 vraiment qui doivent tenir l'équipe, c'est Kevin Durant et Westbrook. Ensuite, James Harden s'en va. Il reste Kevin Durant et Russell. Ils sont parvenus à jouer ensemble. Et à chaque fois, ils sont parvenus quand même à amener OKC loin dans les playoffs. On se souvient quand même que la fameuse année 2016, ils mènent quand même 3-1 face à OKC avant de s'écrouler. Maintenant, ce qu'il faut, c'est pas tant, ça va pas se jouer sur le duo Harden ou Westbrook. On sait que c'est des joueurs qui vont être productifs. Maintenant, ce qui va faire la différence, on l'a encore vu cette année avec les Raptors, c'est les joueurs et les seconds couteaux, comme on dit, les joueurs du banc. C'est quelqu'un comme Vanderbilt qui fait gagner les Raptors. C'est sur ça qu'on vient les playoffs que ça se joue. Malheureusement, au moment des playoffs, le jeu se resserre défensivement parlant. Mais même quand le jeu se resserre défensivement parlant, Westbrook et Harden vont toujours scorer. À moins de connaître la mésaventure que OKC a connue au premier tour face à Utah où ni Melo, ni Paul George, ni Russ West n'ont été vraiment prolifiques dans les dernières minutes du match de cette série. Maintenant, les saisons régulières, c'est pour aller aux playoffs, ça ils iront. C'est au moment où viennent les playoffs. Cette année, quand a démarré les playoffs, le favori s'appelait les Warriors. Et au final, on a vu comment ça a tourné, cette histoire. Quand les Bucks mènent 2-0, on se dit c'est mort pour Toronto. Et c'est là où Toronto prend les décisions. Ce qu'on va voir, c'est pas la capacité qu'ils vont avoir l'un ou l'autre à jouer ensemble. Ce qu'évaluent toujours les Américains. Et c'est pourquoi les teams USA, filles et garçons, sont tout le temps gagnants. Parce que ce qu'on veut évaluer sur vous, c'est quand vous êtes en situation vraiment de danger. Alors, je te pose la question pour orienter pour la conclusion concernant Russell Westbrook. Tu y crois à ce duo Oui, juste une chose. C'est la fameuse. C'est pas tellement dans le jeu là. C'est quand le moment de la situation do or die, win or go home va se présenter. C'est là où on va voir le vrai Westbrook. Et le vrai, c'est là où il faut qu'on voit le vrai Westbrook, le vrai James Harden. Ça va pas se juger maintenant. Tout ce que nous parlons là, c'est ça. Les Raptors, quand ils sont menés 2-0, ils ont fait des changements radicaux. Et ils ont montré que face aux Bucks, voilà quelle était la méthode à faire. Les Bucks n'ont plus jamais existé. À partir du moment où on a vu la dureté physique des Raptors, ils ont commencé à bien défendre, ils ont bloqué un peu Giannis. Mais c'est pas Giannis tant que ça, c'est qu'ils ont bloqué les gens comme Chris Middleton et autres. Oui. Tout va se jouer sur la capacité qu'ils auront
à avoir des réponses à chaque difficulté qui se présente. En tout cas, il y a un élément, ouais, en tout cas, il y a un élément très intéressant que j'ai hâte de voir pour les premiers matchs. En tout cas, c'est de voir comment le off the ball. Hein, c'est le off the ball qui moi que je vais regarder. Voilà, je vais regarder le jeu off the ball de façon. Je vais détailler ça avec chirurgie parce que Russell Westbrook et James Harden. Russell Westbrook, il l'a dit, il est capable de jouer off the ball avec James Harden. Il a dit, j'ai d'autres qualités que je peux utiliser pour l'avantage de mon équipe pour la permettre de gagner. On va voir comment le off the ball va se jouer entre ces deux joueurs. Le Doc P et Missy qui va conclure. Le Doc P. Phil, je voulais juste dire, là, ça va vraiment dépendre plus de Harden que de Westbrook, parce que si tu vois, dans ce que j'ai dit tout à l'heure, moi j'ai bien dit, quand je cite les joueurs qui peuvent se régaler avec Westbrook, j'ai cité tout le monde, sauf Harden. Parce que Westbrook, lui, il a déjà connu une saison difficile au scoring où il a beaucoup donné à Paul George à un moment donné. Donnait le ballon à un moment donné à Paul George, même s'il a essayé de prendre ses responsabilités dans certaines fins de match avec pas toujours du succès, mais il donnait les ballons en général à Paul George. Mais quand tu fais un meilleur passeur de la ligue, c'est que quelque part, avec en plus une équipe moyenne et surtout pas beaucoup de passes sur Paul George, parce que Paul George joue à la périph', donne-lui, il travaille son 1 contre 1. Mais quand tu réussis à faire des passes, ça veut dire que tu as fait jouer le reste des role-players quelque part. Tu les as un peu fait jouer. Même si tu as pris des mauvaises décisions dans les moments critiques, tu les as fait jouer. Tu ne peux pas faire 10 passes de moyenne et ne pas faire jouer tes joueurs. Donc, pour moi, à Houston, les role-players ont des meilleures mains déjà. Quand tu vois Gordon, PJ Tucker et tous les remplaçants et tout le reste, ils ont des meilleures mains. Par contre, et surtout Capella, qui risque de se régaler. Par contre, Harden, comment ça va se passer pour que Harden dise à un moment... Harden ne sait pas jouer off the ball. Harden, à la base, il n'est pas meneur. Donc, il doit savoir jouer off the ball. Harden doit, en tant que poste 2, savoir contourner 2 écrans, traverser à l'opposé, prendre la balle. C'est pour ça que certains arrivent carrément à mettre un Klay Thompson au-dessus de Harden dans la valeur du basketteur pur. Pourtant, Harden, c'est quand même un des top 5 de cette ligue. Sauf que, en poste 2, Harden ne peut pas faire passer toute sa carrière à jouer du 1 contre 1 dans une équipe de basket qui veut gagner. Parce que moi, je préfère largement Chris Paul et ou bien maintenant Westbrook en meneur. Parce que c'est leur rôle, c'est leur poste de départ. Ils ont été draftés comme ça. Harden est passé meneur quand il est allé à Houston. Il n'était pas meneur du tout. Et après, quand Chris Paul est arrivé, on a dit qu'il va mener le jeu. Mais Chris Paul, partout, il allait, même à Team USA. C'était lui le patron des meneurs. Même à Team USA, même des Curry devaient se mettre en 2 si Chris Paul arrivait avec sa forme d'antan. Donc, pour moi, c'est Harden qui doit réussir à travailler. Il doit beaucoup regarder des vidéos des postes 2 historiques de cette ligue, parce que tu ne peux pas passer ton temps à être meilleur scoreur en jouant 1 contre 1. Ça, certes, un peu marché. Comment il s'appelle encore l'arrière des Pistons de Détroit, le Doc P? Le Doc P, l'arrière champion NBA des Pistons de Détroit, là, qui est avec l'arrière, il a joué aussi au Wizards de Washington avec MJ, j'ai oublié son nom, il était très très fort en off the ball comme ça. Tout. Voilà, voilà, vas-y. T'as tout compris, vas-y le Doc, vas-y. Oui, ça fait partie c'est des gens à regarder. Rip Hamilton, on peut parler avec Steph Curry maintenant et tout le reste, mais celui qui a vu Rip Hamilton jouer, c'était le modèle lui-même, il disait qu'il a regardé Reggie Miller. L'exemple même, Reggie Miller, l'exemple même de ça. Reggie Miller qui lui-même te dira que Chris Mullin, quand tu as vu Chris Mullin pour les plus anciens, se démarquer le poste de pur. Chris Mullin est à Team USA, la vraie Dream Team, les gens ne savent pas pourquoi. Il faut avoir regardé le basket des Run DMC, des Run TMC, pour savoir pourquoi les mecs scoraient des 140 points déjà à l'époque des grosses défenses. Parce qu'ils savaient jouer off the ball. Et que Harden, tant tout aussi grosse que sa carrière sera, pour moi, ma déception, c'est que c'est un poste 2 qui ne sait pas
utiliser ces 4 autres joueurs pour se démarquer. C'est comme si on disait à un footballeur, ailier, démarque-toi pour qu'on te fasse un centre ou une passe ou je sais pas quoi. Harden, pour l'instant, Westbrook n'a pas besoin de faire ça. C'est un meneur de base qui cherche à faire le jeu. Il fait 10 passes, il prend même des rebonds et il va baisser encore en nombre de points. 23 points la saison dernière et il va même encore baisser s'il faut pour que Harden mette ses 35 points. Mais Westbrook a besoin de faire manger Capella, comme Harden n'a pas trop su le faire, de faire manger Tucker, de faire manger... Westbrook sait le faire parce qu'il est gourmand du all-around. Il est gourmand de ça. On dirait qu'il veut marquer les... Tant mieux Harden doit en profiter et se dire... Ça fait longtemps que j'ai pas un joueur qui fait plus de 10 passes et 10 rebonds. Ouais. Donc, pour moi, c'est le off the ball qui me fait peur, mais ça va dépendre plus de Harden. Ouais. Moi, je te dis, pour moi, ça va dépendre. Mais si un mot sur le off the ball, le off the ball de ce duo pour la saison prochaine, Missy. Ouais, ça va pas être évident, ça va pas être évident de les voir. En tout cas, Missy qui va réagir, on l'entend pas pour l'instant, mais elle va réagir. On va attaquer avec le Doc NP. On peut enchaîner avec les news, sinon tu veux dire encore quelque chose. Sinon on peut enchaîner, Sinon on peut enchaîner. Le Doc NP, est-ce que tu m'entends? Je vérifie la liaison avec le Doc. Oui, j'enchaîne avec les news, J'enchaîne avec les news. Allez, on va enchaîner avec les news. Restez bien connectés. On va commencer par partager avec vous les déclarations de Jeremy Lin, effondré, carrément en pleurs, Jeremy Lin, avec cette free agency qui le fait vraiment souffrir, le martyr, on va dire ça comme ça. Jeremy Lin qui est quand même champion avec les Raptors de Toronto, même si vous l'entendrez, il le dit qu'il n'a pas l'impression de mériter ce titre de champion NBA avec les Raptors. Restez bien connectés, à tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Just tell you the excitement that I have for that opportunity. Why? Because I've been waiting. I've been waiting and waiting and waiting and waiting. I've waited maybe 8 years for this opportunity. Average NBA career is less than 5 years. And during this stretch, I played, I had the worst shooting of my entire career. And I missed 17 threes in a row and so on and so forth. You guys probably know it better than me. And when the playoffs came around, I didn't get a chance to play anymore. But we won a championship. I thought to myself, you know what, it's okay. I'll take this hit and I'll get back up. I got my first year in after injury and I know what it's like. And next season, it's going to be a lot different. But then free agency came around. And this was the last straw that broke the camel's back. 听起来很对. Wow. Yeah. I've always wanted to do things the right way. 方式去做. And I've given more of myself to God every single year. And every year it gets harder. And in English there's a saying, and it says, once you hit rock bottom, the only way is up. But rock bottom just seems to keep getting more and more rock bottom for me. And so free agency has been tough. Because I feel like in some ways the NBA has kind of given up on me. I knew if I gave anybody a reason to doubt, they would. And after the season, I had to get ready for this Asian trip. And it was the last thing I wanted to do. Because I knew for 6 weeks I would have to just put on a smile. You know, which is, I would have to talk about a championship that I don't feel like I really earned. About a future that I don't know if I want to have. And honestly, it's embarrassing and it's tough. I've always wanted to come back and be that image of triumph of God working miracles through me. But it seems like every year I get on this stage, I just talk about suffering. I went to the NBA, a young, brash kid who thought I was going to take over the world. And nowadays I spend more time
thinking about quitting. I always tell myself, if I have a son, I don't want him to make the NBA. You don't have to deal with fame. You don't have to deal with living your life and having all your failures on display to the whole world. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans la partie news, dans les dernières minutes de cette émission. Vous l'avez entendu, hein, Jeremy Lin complètement effondré. Hein, c'était il y a encore quelques heures sur une scène face à un public chinois. C'était donc en Chine et vous avez remarqué quelques coupures dans l'extrait qu'on a partagé avec vous, tout simplement parce que lorsque Jeremy Lin s'exprimait face à son public, il était immédiatement ses paroles étaient traduite par un interprète chinois. Donc on a coupé tous les éléments concernant l'expression en chinois, tout simplement, et on a laissé les parties où s'exprimait Jeremy Lin, qui a dit en gros il a dit ça devient de plus en plus difficile pour retrouver une équipe NBA une fois que vous avez atteint le fond. Il paraît que le moyen le plus facile c'est d'aller lorsque l'on touche le fond, on peut s'en sortir, mais j'ai l'impression que je touche de plus en plus le fond. La free agency a été très très difficile pour moi. J'ai le sentiment que la NBA m'a abandonné et j'ai toujours su que j'ai toujours donné le meilleur de moi, mais voilà, c'est de plus en plus dur et je n'ai pas envie il a dit que si j'ai un fils, je n'aurais pas envie de lui demander de rejoindre la NBA, hein, Jeremy Lin, on va pas dire qu'il est en dépression, mais il est très très mal. Jeremy Lin, hein, vous l'avez vu si vous l'avez pas vu sur les réseaux, on vous envoie, vous pouvez le faire sur YouTube, vous pouvez voir cette vidéo. Le Doc NP, Jeremy Lin, véritablement en pleurs, hein. On n'est plus, qu'est-ce qu'elle est loin, hein, cette Lin Sanity, on s'en souvient avec Melo, Knicks, il le dit, le titre aux Raptors, j'ai même pas l'impression de l'avoir gagné, puisqu'il a même pas joué, pratiquement pas, et il le dit, voilà, il veut une opportunité de jouer, mais voilà, il est pas appelé. Le Doc One Piece, c'est dur, hein, pour Jeremy. C'est dur. Oui, c'est dommage parce que c'est quelqu'un qui c'est un bon meneur de jeu, c'est un bon joueur. Oui, je trouve même que c'est un bon basketteur et c'est quelqu'un qui, même au niveau buzz, et représentant le pays le plus peuplé du monde, c'est quelqu'un qui peut ramener toujours un petit peu quelque chose à une équipe, parce qu'on se rappelle, il a redonné, ils n'avaient pas arrêté, mais après la fin de Yao Ming, les Chinois étaient un peu perdus, l'Asie même entière, et le buzz de Jeremy Lin a aidé la NBA. Hein. Ouais. Je peux te dire, même Stern à l'époque, on était très contents, ils suivaient les déplacements de New York pour voir la Lin Sanity, parce qu'il y avait un business derrière. Maintenant, il est champion NBA. Peut-être pas. Moi, j'ai toujours dit, il y a des champions NBA et les champions NBA. Il y a des légendes qui ne seront jamais champions, mais peut-être parce qu'ils n'ont pas voulu s'asseoir sur un banc d'une équipe favorite. Et lui, il est champion NBA avec ce sacrifice, parce que depuis quelques années, c'est un peu difficile. Mais n'oublions pas que pour un basketteur qu'on décrit maintenant, que la NBA veut nous faire peut-être passer pour moins bon, il a 7 points de moyenne, même si ce n'est que 2 passes. Mais son temps de jeu n'est pas énorme non plus. Oui. Mais même s'il n'a joué que 23 matchs, mais il a 7 points de moyenne. Donc ça veut dire que c'est pas de la faiblesse totale. Il y a eu des joueurs qui ont tourné à peine à 2 points et 2 passes qui ont fait leur carrière NBA. Et la saison d'avant aux Hawks, il était à 10,7 points. Donc pour seulement 19 minutes. Très bon, oui. Mais donc c'est pas mauvais.
Et si je vais chercher même une saison avant au Nets, il avait 18 points de moyenne. On parle de 18 points de moyenne. Il y a des meneurs stars qui n'en font pas. Cette année, Chris Paul n'a pas eu 18 points de moyenne. Oui. Au Nets, c'était ça. C'était ça, Jérémy Lin. Donc, quelque part, il n'est pas fini. Tu ne peux pas passer de 18 points au Nets à dernière saison. Après, il a été tradé aux Hawks. Je pense qu'il voulait peut-être pas, ou il voulait plus de temps de jeu parce qu'il y avait l'arrivée de d'autres joueurs. Mais cette saison, il allait dans une équipe qui avait déjà 2 meneurs et un poste 3 et 2 postes 3 et 4 qui mènent aussi le jeu. C'est normal qu'il n'ait plus le temps de jeu, mais ça ne veut pas dire, je ne comprends pas pourquoi des équipes qui cherchent des backcourts pour leurs meneurs, même si c'est des 3e meneurs, ne s'intéressent pas précisément et surtout ne s'attirent pas du public chinois, du marketing, avec ce type de joueur qui va amener. Quels sont les remplaçants? Je prends les ex-champions, les Warriors. Est-ce qu'ils ont eu un meneur qui a déjà fait 10 points de moyenne même? Je ne sais même pas, depuis un moment, Cook ne faisait pas 10 points de moyenne. Il jouait même peut-être plus. En tout cas, il va... vas-y vers la conclusion, après on enchaîne. Vas-y. Donc, je veux dire par là qu'il y a encore de la place pour lui. C'est dommage de voir ce joueur, le joueur effondré, mais son agent doit travailler. C'est Jérémy Lin. Ce n'est pas n'importe qui. C'est Jérémy Lin quand même. Et ses stats parlent pour lui. Et son état d'esprit parle pour lui. Oui. Donc son agent va travailler. Il ne faut pas qu'il s'effondre. Il peut encore apporter entre 7 et 10 points à une équipe en jouant moins de 20 minutes. Ouais. Jérémy Lin qui peut encore apporter. On va terminer avec cette petite info. C'est du côté des Raptors, donc ONP avec Vince Carter. Vince Carter qui est sa 21e saison. Il a évoqué une possibilité. Vince Carter qui est prêt à rejouer avec les Raptors de ONP. Il a dit que ce serait une situation cool pour moi. Tout dépend si la situation fonctionne, si c'est quelque chose que les Raptors veulent faire ou si les fans le souhaitent, si c'est quelque chose que les Raptors veulent vraiment et s'ils ont besoin de mes services, je suis là. Voilà, Vince Carter qui a ouvert la porte à un retour aux Raptors de Toronto. Et donc ONP, pourquoi pas une tournée d'adieu de Vince Carter aux Raptors. Oui, encore faudrait-il qu'il se soit vraiment une tournée d'adieu parce qu'il est capable de dire que la saison suivante, il joue encore, lui. Parce que finalement, il a l'air d'avoir une santé physique, mais bon, la 21e saison, je ne sais pas s'il ne voulait pas battre un record là, mais sa 21e saison là, je pense ce serait bien. Il y a de la place qui s'est libérée à son poste avec Kawhi Leonard qui est parti. Je ne dis pas qu'il doit être titulaire, mais 3e à ce poste, il peut le faire. Ça donnerait une raison de pousser, surtout pour les fans qui sont champions, parce que ces genres de mecs a mis leur ville il y a 20 ans sur l'échiquier mondial du basket. C'est lui qui a mis cette ville sur l'échiquier mondial du basket. L'aboutissement a été cette saison et que maintenant ils sont un peu orphelins de leur star qui est parti chez les Clippers. Donc leur donner du bon au cœur, leur amener l'idole absolue de leur vie. Ce serait top. Ce serait vraiment top. Ça relancerait la vente des tickets. Ça relancerait beaucoup de choses, de bon au cœur des supporters. Et de dire, on va voir Vince. On va payer nos places. Parce qu'il y a 20 ans, ce mec était la raison pour laquelle on a commencé à partir regarder cette équipe. On a gagné le titre 20 ans plus tard. Voilà. Donc moi, je pense que ce serait pourquoi pas super pour l'équipe et pour Vince. Pourquoi pas, en tout cas on a hâte, il n'y a pas encore de décision prise, mais pourquoi pas, si ça se fait, on sera parmi les premiers à être très très heureux. On est arrivé à la fin de ce talk show Total Africa NBA spécial BWNB et mode d'emploi Russell Westbrook, James Harden. Donc ONP, merci d'avoir été connecté avec nous, on se dit à la prochaine sur le parquet de la radio. Merci, c'est moi qui vous remercie. Très bon début de semaine à tout le monde. Voilà, très bonne semaine, très bon début de semaine à tous, comme l'a dit le doc. Restez bien connectés sur Radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officielle NBA. Ciao les amis, bye bye.